Bonjour Marc. Bonjour. Eh bien écoute, je te remercie pour avoir accepté cet entretien. Je vais te présenter Marc, donc Marc Ruitendal pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Tu es né en 1961. Tu es un avocat belge au barreau de Bruxelles et tu es également professeur ordinaire à l'Université libre de Bruxelles et président du Centre de droit public de cette université. J'avais souhaité, Marc, échanger avec toi autour de la neutralité et j'avais intitulé cet entretien de manière tout à fait informelle, quelle neutralité pour quelle société? Il me semble effectivement que ça résume bien l'enjeu sociétal auquel nous sommes actuellement confrontés. Euh, j'ai également lu, avant de te laisser la parole, Marc, qu'au cours de tes études, tu étais président du Cercle du Libre Examen de 1980 à 1981. Donc à l'époque, tu avais 19 ans. C'est dire que je dirais que tu avais chevauché au corps la question de la liberté de jugement et par hypothèse le rejet de l'argument d'autorité. Tu pourrais dire, Marc, en fait, d'où te vient cet engagement, je dirais cette conviction forte que la liberté doit être au cœur de l'être humain? Bon, je crois que c'est vraiment une question à la fois d'éducation, de culture familiale et de culture personnelle. Et il est très clair, et je crois que ça a un impact très particulier aujourd'hui, que c'est une approche qui est aussi générationnelle. C'est-à-dire que je suis un enfant de mai 68 avec ce que tout ça pouvait impliquer, de rejet de toute forme de pouvoir, en tout cas de pouvoir arbitraire, d'individualisme. Tout cela issu quand même fondamentalement, et je crois que c'est l'enjeu qui est aujourd'hui majeur dans la société générale et probablement plus encore dans la gauche qui est en voie d'éclatement, qui était la manière de se situer ou non par rapport à la philosophie des Lumières. Et il est clair que c'est quelque chose que j'ai porté venant d'une université qui est née de manière extrêmement claire dans le rejet du dogmatisme catholique, une université qui défendait le libre examen et donc la laïcité. Et comme tu fais allusion à 1981, déjà à l'époque, j'étais en position de rupture par rapport aux cléricaux laïcs. Et notamment au Centre d'Action Laïque, qui, il faut le reconnaître, évolue aujourd'hui, mais qui portait des revendications qui me paraissaient déjà profondément choquantes, qui étaient de vouloir être traité comme une sorte de religion ou d'areligion à part entière, entérinant le système belge et voulant simplement être un pôle complémentaire aux religions reconnues. C'est pour ça que moi, j'ai été fondamentalement, et un des seuls à l'époque, hostile à la modification de la Constitution quand il s'est agi de reconnaître la laïcité à la belge dans la Constitution, au même titre que les autres cultes reconnus. Et Voilà. si on va plus loin, et c'est vrai que là aussi, on faisait allusion à l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur Francisco Ferrer. C'est vrai que le fait que les universités, et la mienne en particulier, se soient dissoutes dans une logique un peu commerciale qui est de vouloir attirer tout type d'étudiants à n'importe quel prix, fait qu'on a perdu ce fil d'un lieu qui doit exister parmi d'autres et d'autres qui expriment des idées contradictoires, mais qui est un lieu d'opinion. C'est ça. Et avant peut-être d'entrer plus avant dans la question effectivement de la neutralité, puisque chez nous, en Belgique, évidemment, on parle de neutralité, en France, on parle de laïcité. Tu pourrais, Marc, mais nous donner quelque part un petit peu la signification de la neutralité à la belge par rapport aussi justement à la laïcité et quelles sont les conséquences que ça implique en termes sociétal de parler de neutralité à la belge ou de laïcité à la française. Et soyons très clairs, la laïcité à la française, c'est d'abord un concept de tolérance, c'est-à-dire que chacun a une liberté totale d'opinion, d'expression et de conviction religieuse, mais exerce cette liberté dans un cadre qui est un cadre privé. Autrement dit, il y a une séparation radicale de l'Église et de l'État, et en principe, même si on sait que notamment dans le domaine de l'enseignement, ce n'est pas vraiment le cas, il n'y a pas de financement public des cultes en France. En Belgique, et c'est finalement la définition à minima, c'est qu'on a un système inverse où certains cultes sont subsidiés, où l'enseignement catholique est largement subsidié, l'enseignement islamique aussi aujourd'hui, et pour le reste, la neutralité en Belgique, elle ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une décision
d'un constituant ou d'un législateur qui visait à habiller le concept. Et c'est pour ça que c'est devenu une auberge espagnole, et c'est ça qui fait qu'il y a des procédures à répétition devant les tribunaux, c'est qu'on peut y mettre une chose et son contraire. C'est ça, tout à fait. Mais alors, pour en venir notamment de carte blanche, qui était un petit peu justement ce qui moi m'a fait tiquer et qui m'a donné aussi l'envie justement de te rencontrer, euh, c'est l'affaire Awash que tu intitules dans une carte blanche 60 000 Wallons pour oublier un fiasco politique. Et tu dis notamment ceci en entrée de jeu, le débat sur la neutralité de l'État et la problématique du port des signes convictionnels par des fonctionnaires publics devient une ligne de fracture qui divise profondément la société. Elle se manifeste entre partis politiques au sein de certains d'entre eux et se reproduit dans toutes les strates de la société. Elle divise les générations et parfois même les familles. Et tu le dis effectivement, c'est une division, c'est un risque de fracture. Comment se fait-il que des partis qui sont a priori des partis qui devraient être émancipateurs et avoir, je dirais, chevillé au corps la question de l'égalité homme-femme, en viennent précisément à nommer comme commissaire de gouvernement auprès de l'Institut pour l'égalité des hommes et des femmes, une femme complètement voilée, c'est pas très émancipateur, ça a priori, en tout cas, c'est pas forcément un exemple C'est-à-dire que à. dans la conception qui est la mienne, ça ne l'est pas, mais dans la conception qui est la leur, ça l'est. Je crois que si on prend un peu de recul, il faut appeler un chat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus dans les partis de gauche aujourd'hui de partis laïques. Euh, il y a le PTB qui, pour des raisons assez évidentes d'électorat, défend de manière très radicale la religion et le port des signes religieux dans toutes les activités humaines et publiques. Il y a Écolo, dont la position est extrêmement claire. Il a suffi de voir la manière dont la campagne électorale s'est faite en 2019 et ce qu'ils disent, qui est un peu plus nuancé, c'est-à-dire qu'il y a une réserve par rapport à l'exercice des fonctions d'autorité, mais qui milite pour le port des signes convictionnels en toutes circonstances. Et il y a le Parti socialiste très mal à l'aise, très muet, écartelé, avec une solution grotesque qui a été dégagée pour essayer de faire la paix interne en disant que c'était tantôt les signes d'autorité, tantôt le contact avec le public, mais ensemble, parce que si les deux concepts n'étaient pas réunis, eh bien, il y aurait eu un droit du port de signe conditionnel, ce qui est une cote très, très mal taillée, mais qui est aussi pris dans une sorte de clientélisme pour certains, de conviction pour d'autres, parce qu'il y a eu, et ça c'est un autre type de problème, une surreprésentation dans les groupes parlementaires, en particulier à Bruxelles, de représentants issus de l'immigration par le mécanisme des voix de préférence qui ne respecte pas le principe un homme égale une voix. Donc il y a une clientèle électorale auquel s'adressent certains candidats qui ont ces convictions-là, d'autres qui le font par clientélisme, et puis des troisièmes qui n'ont pas envie de froisser les premiers. Mhm. Et tout ça contamine en quelque sorte un parti entier. C'est ça. Mais ce qui est intéressant quelque part, c'est aussi de voir, enfin moi, pour moi en tout cas, c'est de voir quelque part la manière dont toi tu arrives, je dirais, à dire les choses clairement, c'est-à-dire à nommer une réalité pour ce qu'elle est. C'est pas forcément toujours évident, en ce compris quand on est membre du PS. Au jour d'aujourd'hui, effectivement, on voit bien que ceux qui prennent parfois des positions claires sont parfois un peu ostracisés. On l'a vu notamment avec Georges d'Allemagne, qui a eu à un moment donné une position sur le voile un peu plus publique et qui effectivement a été un peu mis à mal par Madame Milquet également. Donc voilà, c'est pas forcément évident au jour d'aujourd'hui d'avoir une position claire parce elle est facilement, je dirais, taxée de raciste et d'islamophobe. Pour ce qui me concerne, je n'ai aucun problème. D'abord, je suis un homme libre, c'est-à-dire que c'est très facile pour moi, il faut reconnaître. J'ai des convictions politiques qui sont les miennes, j'ai des proximités assumées avec une formation politique. Je ne l'ai jamais caché, je ne le cacherai jamais. Mais je suis demandeur en rien, je ne suis pas mandataire et je ne dois pas me faire élire. Donc il faut reconnaître, et ça, c'est plus facile dans le confort du rôle de l'intellectuel d'exprimer les choses plus nettement, parce que finalement, on n'a de compte à rendre qu'à sa propre conscience. C'est ça. Donc, moi, Mm. ça me pose de fait aucun problème, mais c'est vrai, dans ce que tu dis, il y a quelque chose de terriblement préoccupant. C'est qu'il y a aujourd'hui une culture, à la fois le wokisme, la cancel culture, la convergence des luttes qui prend mieux dans des générations plus jeunes que dans la mienne, c'est vrai, mais qui devient une sorte de pensée dominante à gauche.
et qui fait, et ça m'a vraiment frappé dans tous ces débats, que tous ceux qui fondent finalement leur conviction intime sur un certain humanisme, sur l'universalisme et sur la philosophie des Lumières, n'ont pas changé d'avis de manière intime, mais n'osent plus l'exprimer. Et moi, ça fait des années que sur des tas de sujets, parce que c'est mon profil de prof d'UNIF, je m'exprime publiquement. Jamais je n'ai eu autant d'échos positifs à des expressions publiques que lorsque je me suis exprimé sur ces questions et notamment sur le port des signes convictionnels, et avec des tas de gens de tout milieu et exerçant souvent des responsabilités importantes. Mais très curieusement, quand ils doivent s'exprimer eux publiquement, c'est un silence abyssal. Oui, c'est ça, ce qui effectivement laisse la porte ouverte évidemment à ceux qui du coup veulent effectivement que les hommes politiques soient, je dirais, enfin, influent la société de plus en plus. On l'a bien vu notamment par rapport à la motion du voile. Ça a commencé à Molenbeek, puis ça a pris évidemment la même tournure dans d'autres communes en Belgique, mais c'est qu'un exemple Et, parmi d'autres. et tout le problème, en effet, est ce rapport à ces termes grotesques, c'est-à-dire que défendre l'égalité des femmes et des hommes jusqu'à nouvel ordre, c'est pas du racisme, tout au contraire. Considérer qu'un signe religieux, qui est un prescrit religieux, devrait être imposé par la loi civile, c'est quand même quelque peu gênant. Et le terme islamophobie est le terme le plus détestable qui soit. Parce que moi, je souris quand je lis Richard Malka, qui se dit, ben oui, moi je suis islamophobe, comme je suis catholicophobe, comme je suis religionophobe. Et moi, je suis pas loin d'être d'accord avec lui. C'est vrai que j'ai peur des religions. Aujourd'hui, il y a une religion qui est plus agressive dans ses revendications qu'une autre. Et en cela, ce n'est pas choquant de se dire qu'on en a peur et qu'on a peur de ses effets, de ses résultats, mais c'est de manière plus générale, et on en revient aux sources même de ce qu'est la libre pensée. Toute religion, parce qu'elle génère en soi son dogmatisme et une forme d'autoritarisme et de prescription de comportement imposé dans la sphère publique, voire dans la sphère privée, est de nature à créer une phobie, en tout cas une peur, c'est-à-dire une angoisse irrationnelle. Finalement, dans l'islamophobe, c'est le phobe qui me dérange parce qu'il y a une dimension irrationnelle de l'angoisse, alors qu'il y a une peur objective que l'on peut avoir par rapport à des systèmes qui, qu'on le veuille ou non, télescope la notion d'humanisme, télescope la notion de liberté de pensée et télescope la notion de laïcité au plus beau sens du terme, c'est-à-dire au sens français. C'est ça, d'où l'intérêt effectivement de dire d'où on parle et de nommer effectivement les choses pour ce qu'elles sont. Et là, tu estimais aussi dans une autre carte blanche à l'égard cette fois-ci de la STIP et du jugement qui avait été rendu par le tribunal du travail le 3 mai 2021. Là, tu estimais aussi finalement que certains juges se laissaient aller davantage à une sorte de propagande plutôt qu'à simplement dire le droit. Il faut être bon compte. Je ne vais pas parler de l'affaire de la STIB parce que j'y suis l'avocat de la STIB et donc déontologiquement, je ne m'exprimerai plus jamais publiquement sur cette affaire tant qu'elle ne sera pas close. Sur les juges en général, oui et non. La critique que tu formules n'est pas la mienne. C'est-à-dire que dès le moment où il n'y a pas une prise de responsabilité des législateurs, qu'il y a des argumentations dans la doctrine qui vont dans les deux sens, avec une doctrine d'ailleurs généralement plus inclusive qu'exclusive parce qu'elle est plus militante, mais il y a les deux conceptions du droit, c'est un débat juridique qui existe, comme c'est un débat sociologique et sociétal qui existe, et il est assez normal que sans indication claire de la part du constituant et des législateurs, les juges vont là où leurs convictions les portent. Moi, je ne vais pas diaboliser ceux qui ne pensent pas comme moi, bien loin de là. Je constate simplement aujourd'hui que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 81-2020, a fixé un cadre qui, là, est entré dans le droit positif. Alors, celui-là, au moins, tout le monde se doit de le respecter, et c'est vrai que certains juges l'ignorent. Ça. Et c'est vrai que pour en revenir précisément à cet arrêt de la constitutionnelle du 4 juin 2020, toi, tu défendais la ville de Bruxelles et donc le règlement d'ordre intérieur qui permettait effectivement d'éviter le port de tout signe convictionnel au sein de l'établissement scolaire précisément pour donner un cadre neutre et ne pas faire de pression sur ceux qui, le cas échéant, ne porteraient pas effectivement le voile. Là, on voit finalement que, entre guillemets, c'était quand même UNIA qui était à la manœuvre, mais la cible, c'est également UNIA. Donc, UNIA est de fait pour une neutralité clairement inclusive, ce qui, à mon sens, pose problème. Mais ce que je veux dire par rapport à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, c'est qu'on aurait pu se dire finalement que cet arrêt de la Cour
ben, quelque part, aurait pu apaiser les uns et les autres, c'est-à-dire que juridiquement, voilà, on pouvait effectivement simplement se dire, ben, on a un arrêt, vous avez, entre guillemets, tenté votre chance, la Cour dit que la manière d'envisager la neutralité exclusive est effectivement une possibilité tout à fait honorable pour une haute école. Et puis finalement, on voit que cet arrêt ne fait pas la paix, je dirais, dans les ménages, ne fait pas la paix judiciaire, mais qu'au contraire, à peine l'encre séchée, finalement, il y a des manifestations en rue, et notamment le collectif contre l'islamophobie en Belgique, qui a notamment réagi en s'indignant. La décision de la Cour est incompréhensible et constitue une brèche sans précédent dans notre corpus juridique garantissant le respect des droits fondamentaux en matière de convictions religieuses et philosophiques. Par cet arrêt, la Belgique ne respecte pas ses engagements internationaux en matière de liberté publique et de non-discrimination à l'égard de tous les étudiants de notre enseignement. On a effectivement l'impression quelque part, derrière notre droit, derrière notre justice, il y a effectivement des associations qui militent, qui sont à la manœuvre et qui finalement ne seront jamais d'accord avec la manière dont nos magistrats statuent dans une société civile, laïque, démocratique, où en principe la justice est là justement pour quelque part tâcher de faire la paix sociale. Oui, maintenant, écoutez, ça, c'est la démocratie. Moi, je ne reprocherai jamais à quiconque de ne pas penser comme moi, de militer, de contester des décisions de justice. Ça fait partie du noyau dur de la démocratie. Que des associations comme la Ligue des droits de l'homme, qui sont des associations privées, le fassent, ça ne me pose aucun problème. Qu'UNIA le fasse, c'est beaucoup plus préoccupant parce que UNIA, c'est une autorité indépendante, certes, donc ils ont un abus d'indépendance dont ils n'hésitent pas à user en l'occurrence, mais c'est un organisme public qui est belge et qui est financé par les impôts de l'ensemble des Belges. Donc, pour moi, il y a une logique d'infection démocratique quand cet organisme qui est censé lutter contre les discriminations refuse une décision prise par la plus haute juridiction du pays, qui précisément était une décision très équilibrée, parce que ce n'était pas une décision militante en faveur de la neutralité d'apparence, c'était une décision qui disait, dans l'enseignement public, et sachant qu'il y a aussi un enseignement privé, il faut qu'il y ait des portes ouvertes pour tout le monde. Il faut qu'il y ait des établissements où l'on puisse porter des signes convictionnels et il faut des établissements qui sont des environnements éducatifs totalement neutres. En ce faisant, la Cour constitutionnelle vient en aide à cette minorité, entre guillemets, parce que personne ne sait jamais comment quantifier, qui existe, qui sont les étudiantes et les étudiants qui, d'une part, souhaitent avoir un environnement éducatif purgé du fait, de l'apparence du fait religieux, et surtout, parce que ça, c'est vraiment les damnés de la terre dans le dossier, ces jeunes filles musulmanes qui sont soumises à un patriarcat et qui sont contraintes par leur environnement à la fois éducatif et familial à adopter des comportements qu'elles ne souhaiteraient pas adopter. Mhm. Et quand on parlait de l'affaire Awash tout à l'heure, quand cette dame s'autorise à dire oh ça existe peut-être mais je ne connais pas, c'est relativement rare, c'est évidemment scandaleux. Et donc quand on refuse cette solution d'équilibre là, on est, mais c'est le droit dans le débat démocratique, dans le dogmatisme et dans quelque chose qui est finalement beaucoup plus préoccupant, qui est le fait de hiérarchiser les libertés et considérer qu'il y a une liberté qui mériterait plus d'égard que toutes les autres, qui est la liberté de religion. Et à cet égard, et ça, qu'on le veuille ou non, la Cour constitutionnelle a refusé la hiérarchisation des libertés, mais ça a été aussi le cas de la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est le cas tout récemment de la Cour de justice de l'Union européenne. Et finalement, le seul, entre guillemets, juridiction, parce que c'est de la soft law, et dans un environnement qui est évidemment moins démocratique quant à ses composantes, les seules structures qui développent la thèse inverse, ce sont les comités des droits de l'homme de l'ONU, mais qui n'ont pas, dans le droit de l'Europe continentale, le poids, l'autorité des arrêts de la Cour de justice ou de la Cour de Strasbourg. Non, c'est sûr. Mais alors, quand j'entends parler, j'entends aussi évidemment souvent dire, mais finalement, laissons à ces jeunes femmes musulmanes porter le voile, notamment dans l'enseignement, parce que finalement, ça leur donnera l'accès à l'instruction plutôt que de leur fermer des portes, ça leur donnera accès à l'instruction, et que peut-être qu'à terme, justement, le fait d'avoir accès à l'instruction va les émanciper de leur propre communauté, de leur propre pression sociale éventuellement. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Tu as l'impression que c'est une... Mais je trouve que c'est un vrai problème. Donc moi, je crois que rien ne serait pire dans le chef de ceux qui défendent une neutralité d'apparence de nier les problèmes.
Et c'est vrai qu'il y a deux types de problèmes. L'accès à l'enseignement pour celles qui sont tellement opprimées intellectuellement que le fait de faire cette concession-là à un environnement démocratique les priverait de l'accès à l'enseignement, c'est assez effroyable. Et les discriminations à l'embauche qui existent aussi. Mais on en revient toujours au noyau dur. C'est dans quelle mesure une société démocratique doit-elle admettre que le fait religieux s'impose dans l'organisation des services publics, c'est l'évidence, et dans l'enseignement. Moi, je crois, et c'est en ça que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est parfait, c'est qu'une jeune femme qui est à ce point marquée par le fait religieux qu'elle refuse la concession de ne pas porter son signe convictionnel dans le cadre scolaire, elle a des écoles, il y a des établissements, et l'ULB en est un, où elle peut suivre ses cours. Donc, Francisco Ferrer, c'est le problème inverse. Est-ce que les autres ont droit à quelque chose? Oui. Les discriminations à l'embauche, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et ça, c'est vrai que les solutions ne sont pas multiples, mais en même temps, c'est faire avancer, je crois, l'égalité des femmes et des hommes, d'une part, et l'humanisme d'autre part, que de fixer des balises. Maintenant, aussi, il y a des établissements, il y a des structures privées où c'est admis. On a encore le droit, me semble-t-il, et c'est ce qu'a dit la Cour de Luxembourg, de considérer que pour d'autres, il y a une volonté de neutralité d'apparence et que c'est encore un droit de l'employeur que de souhaiter que ces travailleurs n'affichent pas leurs appartenances religieuses. Ce qui est très marrant, c'est que si on adoptait ça sur le base du critère politique, tout le monde trouverait ça évident. Est-ce que quelqu'un accepterait que dans une entreprise privée, l'un ait son t-shirt PS, l'autre son t-shirt MR, le troisième un t-shirt écolo? On dirait non, c'est scandaleux, on n'affiche pas ça, ça c'est quelque chose d'intime, c'est le secret du vote. Bah, c'est aussi le secret des convictions. Bah oui, je suis évidemment d'accord avec toi. Et c'est vrai que parfois prendre d'autres types d'exemples permet évidemment de voir effectivement, enfin de mieux cibler entre guillemets le problème et de voir éventuellement ce que la chose va avoir d'absurde. Mais tu sais très bien évidemment que moi, Marc, que le problème n'est pas simplement évidemment belgo-belge, il est évidemment aussi européen. Et on a eu encore un exemple tout récemment suite à la campagne pro-voile du Conseil de l'Europe avec des slogans tels que mon djihad, mon choix. La beauté se trouve dans la diversité, comme la liberté dans le djihad, ou encore apporter de la joie, accepter le djihad. Donc, on voit quand même bien là aussi qu'il y a quand même derrière une volonté, soi-disant, d'être tolérant, d'accepter la diversité. Il y a quand même aussi des organisations religieuses derrière qui sont à la manœuvre, notamment les frères musulmans et Fémiso, qui de fait promeuvent évidemment ce type de valeurs. Et je trouvais intéressant aussi, peut-être que tu pourrais réagir par rapport à ça, parce qu'il y a eu une question parlementaire qui a été posée justement à la Commission européenne, qui a répondu ceci. Les organisations religieuses sont des partenaires clés des actions des institutions européennes pour aller au-devant des jeunes et lutter contre l'exclusion sociale, la marginalisation et toutes les formes de discrimination. La Commission confirme que des représentants du Forum of European Muslim Youth and Students Organization, donc FEMISO, ont été invités à des activités et événements de la Commission portant sur les politiques relatives à l'éducation, la jeunesse et la lutte contre le racisme et la discrimination. Entre 2010 et 2016, le FEMISO a reçu 3 reprises une subvention de fonctionnement provenant de programmes de l'UE pour la jeunesse. La liste des personnes, groupes et entités faisant l'objet de mesures spécifiques pour lutter contre le terrorisme est régulièrement réexaminée et mise à jour par la décision 2016 1136 du Conseil du 12 juillet 2016. Les frères musulmans et le FEMISO ne font pas l'objet de mesures restrictives de l'UE, ce qui permet effectivement quelque part de voir qu'ils continuent à faire pression encore au jour d'aujourd'hui et qui sont à la manœuvre finalement d'une campagne pro-voile. Comment tu réagis par rapport à ça? C'est navrant, évidemment. Et ce qui est terrible, c'est qu'on confond lutte contre le terrorisme. Tous les frères musulmans ne sont pas des terroristes, c'est l'évidence, et défense des valeurs humanistes et démocratiques. Et donc, les digues, le terrorisme a éloigné les digues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la digue, c'est contre la violence extrême et dévoyée des religions. La digue n'est plus la défense de l'humanisme libéral au sens le plus noble du terme, qui paraît en effet presque une idée qui est un reflet du passé, qui paraît presque suranné. Mais je crois que simplement, de nouveau, ça fait partie du débat démocratique et il ne faut rien lâcher.
Il ne faut rien Mhm. lâcher. Donc, Mhm. en tout ce qui me concerne, je ne lâcherai rien. C'est ça, parce que tu sais que moi, j'imagine que les frères musulmans, évidemment, sont porteurs d'un islam politique qui Évidemment. précisément est antidémocratique, pour dire les choses comme elles sont, et que donc, de nouveau, au nom de nos valeurs démocratiques, on essaie un petit peu aussi de tordre certaines réalités, de prendre certains concepts de liberté religieuse pour finalement amener à avoir une société à deux Le problème est vitesses. le problème est transversal, c'est-à-dire qu'on est dans une phase de démocratie dépréciée et molle. On accepte totalement la présence de partis d'extrême droite dans le débat démocratique. Mhm. Mais de la même manière, on accepte la présence dans le débat sociétal d'organismes d'influence qui visent à remettre en cause les valeurs fondatrices de ce qu'a été notamment la création de l'Europe en plus. Oui, ben oui, tout à fait. Tout à fait. Mais en tout cas, je te remercie évidemment pour ce débat franc. Marc, je ne sais pas si éventuellement tu souhaitais ajouter un mot par rapport à notre débat, peut-être par rapport à la question justement du vivre ensemble, puisque finalement, quand on fait société avec des croyances divergentes, que ce soit philosophiques, que ce soit religieuses ou politiques, il faut évidemment forcément essayer de trouver un point commun qui fasse sens et qui fait que l'on puisse vivre ensemble sans, je dirais, être en permanence dans le conflit. Donc, le vivre ensemble, pour toi, en quelques mots, finalement, tu le conçois comment? Bah, mais je constate qu'on a reculé. Je crois qu'il faut simplement dire qu'on a reculé. Et ce qui me préoccupe, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les lignes de fracture ne sont plus les mêmes. Les lignes de fracture ne sont plus les mêmes. Et moi, ce qui me rend éminemment triste et ce à quoi je reste profondément attaché, euh, c'est cette logique de progressisme au sens le plus large du terme. Ça n'a rien de partisan, de vision d'une société qui va vers plus d'égalité et plus de liberté. Je constate aujourd'hui que ce que sont les partis de gauche qui étaient censés porter ça, le portent de moins en moins parce qu'ils sont infiltrés, infectés, mérulés même par une pensée qu'on peut qualifier de manière sommaire de woke, mais qui participe de ce débat sur les signes convictionnels et qui devient très paradoxal à certains moments dans le débat public de voir que ce ne sont plus que les conservateurs qui portent les valeurs qui étaient jadis celles de la gauche humaniste. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Oui, d'accord. Bah, écoute, je pense que finalement, ce qui ressort de notre débat, peut-être, c'est que la neutralité devrait ne pas avoir finalement d'adjectif ajouté, ni inclusif, ni exclusif, et que peut-être effectivement la neutralité, au sens où nous l'entendons dans un État démocratique, ça devrait être peut-être l'émancipation de chaque être humain, à commencer par les femmes. Je partage totalement ce sentiment. Je te remercie, Marc, pour cet échange. C'était avec plaisir. Bonne Merci. journée. Merci également. Au revoir. Au revoir.